Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Questions aux sénateurs. Je suis très content de vous retrouver. On est mercredi, on est en fin de journée et comme toutes les semaines, c'est votre rendez-vous avec Public Sénat et Acropolis où cette semaine on va recevoir le sénateur Martial Bourquin. Bonjour Martial Bourquin. Bonjour. Comment allez-vous ? La grande forme. La grande forme ? Plus en forme que ça serait indécent. C'est vrai ? Oui. Vous pétez vraiment le feu en ce moment ? Ouais, il y a un truc, vraiment, très bien. Tant mieux, super, j'espère que vous aussi vous pétez la forme. Comme le sénateur Martial Bourquin, cette émission elle est faite pour vous. On est là pour répondre à vos questions. Monsieur le sénateur nous consacre 1 heure de son temps pour répondre à vos questions, se présenter, parler de lui, parler du Sénat et surtout répondre à vos questions. C'est le principe de cette émission. Vous m'avez déjà posé beaucoup de questions pour monsieur le sénateur sur Twitter et on va prendre vos questions. Le chat, vous êtes avec nous, vous êtes juste derrière moi, vous êtes devant nous aussi. On va passer 1 heure avec vous. Martial Bourquin, vous avez 66 ans, vous êtes sénateur socialiste et vous êtes sénateur du Doubs. Ça, c'est pour la carte de présentation. Voilà. J'ai été longtemps maire d'Audincourt. Ouais. J'ai dû arrêter avec le non-cumul des mandats. Et j'appartiens à un bassin industriel. Ouais. Le pays de Montbéliard, où il y a les voitures Peugeot, les automobiles Peugeot. Et ma vie a été très marquée par l'industrie. Mon papa était aussi sidérurgiste, si bien que c'est une vie d'ouvrier que nous avons menée. J'ai dû quitter mes études assez tôt. Ouais. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est une particularité quand même chez vous, c'est que vous avez été ouvrier. Un vrai ouvrier. Un vrai, qui a travaillé en chaîne, qui a été syndicaliste, qui a été licencié pour raison syndicale. Alors c'est ce que j'allais vous demander, parce que j'ai lu effectivement que vous avez été viré de l'usine Peugeot de moto de Mandeur, parce que vous avez fait grève. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une grève très dure. Racontez-nous. Les grèves étaient très dures à l'époque, c'est-à-dire c'était vraiment, comme on dit, classe contre classe. Et on ne demandait pas grand-chose, c'était une augmentation de salaire. On avait obtenu un 3e dépannage. Sur une journée de 8 heures, on s'arrêtait 3 fois 10 minutes. Et la chaîne tournait tout le temps. Vous imaginez ? 3 fois 10 minutes. Vous imaginez ? Et on s'était mis en grève pour une augmentation de salaire et pour avoir un dépannage supplémentaire. La direction a licencié une 20aine de personnes immédiatement. Et à la fin, elle est restée intransigeante sur mon licenciement parce que j'étais un des organisateurs du mouvement syndical. Mais ça se fait pas de virer un syndicaliste. Spontanément comme ça, je me dirais, mais je croyais que c'est justement, normalement ils sont protégés. Si, parce que quand vous avez une 20aine de personnes, à un moment, l'inspecteur du travail a dû négocier mon licenciement contre, à l'époque, 20 ou 22 autres. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et ma vie a changé après. Je devais partir ensuite. Il y avait le mouvement LIP à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les montres LIP qui avaient occupé leur usine. Ouais. Et j'étais en soutien. Et lorsque vous aviez des problèmes comme cela, c'est-à-dire lorsque vous aviez participé à un mouvement syndical, c'était très difficile de retrouver du travail. Et à l'époque, il y avait plusieurs parlementaires qui étaient là et qui m'ont dit « Bon, nous on te prend. » Alors soit c'était dans un comité d'entreprise, soit c'était dans une usine à Fos-sur-Mer. Et à l'époque, les collègues m'ont retenu pour pas que je parte. Je suis devenu permanent du PC, du Parti communiste. Du Parti communiste, absolument. Et 10 ans après, parce que nous étions très influencés par le Parti communiste italien, Berlinguer, Antonio Gramsci bien avant, le philosophe. Et à l'époque, on était beaucoup trop sociodémocrates pour ce parti communiste. C'est-à-dire, le PC français était trop sociodémocrate à l'époque ? Non, nous, on était trop sociodémocrates pour eux. D'accord, c'est pour ça que vous êtes parti... C'était à l'époque de Georges Marchais, et il a exclu 1300 membres du PC. C'était au moment de l'Afghanistan où il y a eu les premières choses. On a dit qu'on était en total désaccord. Et puis, il fallait couper le cordon avec l'Est à l'époque. On disait que c'était insupportable pour nous. On était très jeunes, on avait 24 ans à l'époque. On ne supportait pas le fait d'être lié à l'Est. L'alignement sur Moscou, c'était pas votre truc, d'accord. On était en quelle année à ce moment-là, du coup ? Alors, c'était les années 80 Oui, dans les années 80. Je monte 2 fois au congrès du PC pour dire nos désaccords. Et un jour ou l'autre, on a appris que la fédération était dissoute.
Donc vous avez été exclu du PC. Exclu, on a fait une fédération démocratique après. On est resté dans le mouvement social parce qu'on a une grosse... Il y a eu des élections où j'ai été réélu et le PC a perdu beaucoup de voix à l'époque. Voilà, c'est une vie de militant que j'ai. Alors une vie d'ouvrier, au début, j'ai beaucoup appris dans le mouvement syndical. Je pense qu'on va passer une partie de cette émission à parler de ça, parce qu'aujourd'hui, vous continuez à défendre beaucoup les actions syndicalistes contre les fermetures d'usines notamment. Absolument. Mais et l'industrie qui sont voilà, les sujets sur lesquels vous insistez le plus. Il y a Nibal qui vous demande, vous avez quitté le Parti communiste pour rejoindre le PS. À quand est-ce que vous vous sentez toujours à gauche, déjà, en 2019 Évidemment. Évidemment, vous n'avez pas changé. Je suis un homme de gauche, je le resterai, visiblement. Pourquoi ? Parce que être homme de gauche, c'est quoi ? C'est le rejet de tout ce qui est injustice, des inégalités. D'accord. C'est la volonté d'avoir un monde meilleur, un monde de justice, où la question de l'égalité, dans tous les domaines, se pose au présent. Et donc, homme de gauche, évidemment, je le serai. Et surtout, on a une société où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et je participe à un débat demain, notamment sur France 3. Et on me demande s'il y a toujours intérêt d'avoir une gauche et une droite. Mais s'il n'y avait plus d'injustice, s'il n'y avait plus ces inégalités qui sont en train d'augmenter considérablement, on se poserait la question de dire à quoi sert encore d'avoir une gauche. Mais il y a plus que jamais les idéaux de gauche, ceux de Jaurès, on parlait d'Antonio Gramsci, sont tout à fait à l'ordre du jour. Et bien sûr, on a un mode de communication, un monde de communication. On a essayé de dire que c'était la modernité, que c'était un capitalisme sauvage qui est en train de détruire la planète, mais qui aussi augmente les inégalités. On a des millions de chômeurs. Mais comment est-ce que vous voyez, parce que du coup vous n'avez pas changé d'un iota vos idéaux du coup depuis toujours, vous y êtes resté fidèle. Comment est-ce que vous avez vu le monde politique évoluer lui ? Parce qu'aujourd'hui, entre un En Marche effectivement qui nous parle de Emmanuel Macron, qui nous parle de ni droite ni gauche, et qui fait une politique de droite. Et un mouvement des Gilets jaunes qui dit pas de parti politique, vous ne voyez pas une modification des polarisations ? Oui, je pense qu'il y a... Alors, à la fois... L'autre manière de vous poser la question, c'est pas un peu démodé cette histoire de gauche et de droite ? Alors, c'est surtout pas démodé. L'idée socialiste a existé bien avant nous, et puis elle existera bien après nous. Le problème, c'est qu'elle va exister peut-être différemment. Peut-être que les partis tels qu'ils sont aujourd'hui devront non seulement changer ou disparaître. Mais cependant, les idéaux, par exemple, qu'ont mis en avant les Gilets jaunes, ce sont des idéaux qui sont des idéaux de gauche, pour beaucoup. Alors lesquels, du coup ? Les inégalités, le refus de privatiser les autoroutes. Aujourd'hui, je me bats pour ne pas privatiser les aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie. Même s'ils ne s'appellent plus gauche. Les Gilets jaunes se battent contre les privatisations ? Bien sûr, ils sont venus, ils ont fait une danse, une espèce de danse au sein d'ADP, et ils ont dit que... C'est vrai, ils ont envahi un terminal de l'aéroport. Se préparaient la même chose que les autoroutes, et ils ont raison. D'accord. Alors, sur la violence, tout ça, effectivement, on peut discuter. Encore que dans beaucoup de mouvements, en 68, il y a eu 2 morts chez nous en 68. Mais c'est ce que j'allais vous demander, justement, c'est aussi la violence des mouvements sociaux. Les grèves, à l'époque où vous étiez ouvrier, c'était quand même quelque chose. C'était terrible. Il y a eu 2 morts en 68. Vous êtes battu contre des CRS à l'époque ? Il y avait quand l'usine a été libérée par les CRS, il y a eu effectivement une arrivée des CRS qui nous a délogés et tout cela. Donc il y avait aussi ces mouvements physiques contre la police, et vous y avez participé à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes sénateur, c'est intéressant quand même. Bien sûr. L'usine Lépée, par exemple, ces horloges Lépée, les horloges qui sont un peu partout, dans des ministères, partout. C'était une manufacture extraordinaire avec des femmes qui fabriquaient ces bijoux magnifiques. Et un jour ou l'autre, ils ont décidé de laisser tomber l'épée. Et on s'est mis à côté des femmes parce qu'on a appris qu'il y avait une intervention à l'époque de la police. On a passé la nuit avec eux, on était avec nos écharpes, j'étais maire à l'époque. Et il y a eu une violence inouïe. Et les forces de police sont entrées dans l'épée. Et nous ont embarqués, y compris, ont été emmenés dans un panier à salade. Et les policiers locaux
était là, il disait « Excusez-nous, hein, nous on ne se conduit pas comme ça avec vous. Hein, Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé depuis? Quand vous voyez ces violences, notamment la répression policière, même l'ONU dénonce la répression policière, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sénateur? Ah bah moi je peux vous dire qu'il y a un chirurgien de Besançon qui, à base de radio, disait « Laissez tomber les LBD ». Le lanceur de balles de défense. Ah mais ce n'est pas possible de continuer avec. Et il montrait une radio avec un choc, et en disant que ces traumatismes-là sont définitifs. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans quelques années, ça va être abandonné. Vous pensez vraiment que le LBD va être abandonné? Bien sûr, il sera abandonné. Bien sûr, on est un des seuls pays européens à l'avoir. On vient d'être mis en cause par l'ONU. Mais bien sûr que ça sera abandonné. Et notre groupe au Sénat a demandé l'arrêt des LBD. On ne peut pas, sous prétexte de maintenir l'ordre, en plus, non seulement il y a eu des gilets jaunes, parfois des gens pacifiques qui ont pris de ces balles, et y compris des gens de la presse, y compris des passants. L'autre fois, un militaire qui avait pris et qui a perdu un œil. Tout cela fait que la violence continue. La violence continue. Alors parfois des deux côtés, parce qu'effectivement, les Black Blocs, toutes celles et ceux qui cherchent la violence pour la violence et qui se moquent des revendications. Moi, je connais des gilets jaunes dans ma ville, dans le département. Ils sont venus plusieurs fois me voir. On a même mangé ensemble sur un rond-point et tout cela. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des petits commerçants qui n'y arrivent plus, qui sont pris à la gorge. On a des retraités à qui on a pris une bonne partie de la retraite et qui sont étranglés financièrement. Ces gens-là, ils subissent les inégalités. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est de retrouver ce qu'on leur a pris, parce que M. Macron a trouvé vraiment la bonne idée de prendre l'argent aux retraités pour leur donner aux milliardaires. Vous parlez de la CSG, là. CSG pour les retraités augmentés. Ouais. Et la fin de l'ISF, l'impôt sur la fortune. On prend de l'argent aux retraités, on l'a donné aux milliardaires. C'est-à-dire la violence. Pas exactement donné. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est qu'en tout cas, il y a eu une augmentation de l'imposition sur les petits retraités. Oui, mais ça revient à ça. Oui, mais c'est pas un transfert d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en termes d'injustice fiscale, on peut en débattre. Alors, effectivement. On a pris l'argent dans la poche des retraités, on l'a redonné aux milliardaires. D'accord. Ça se passe comme ça. Et ça, c'est très violent. Parce qu'après, il y a les violences physiques et il y a la violence symbolique de ces politiques-là. Vous imaginez, on a 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Vous vous rendez compte ce que vivent ces gens-là? Ces personnes-là survivent tous les jours. Et le gouvernement, la majorité devrait nous dire « Allez, passez, il n'y a plus rien à voir. J'ai lâché 2-3 choses, c'est terminé. » Mais non! Rien n'est terminé. Si on ne trouve pas un minimum de cohésion sociale avec beaucoup plus de justice, eh bien, on n'en arrêtera pas avec ce mouvement-là. Même s'il perd de l'ampleur aujourd'hui, la majorité de la population est d'accord avec ce mouvement. Tu n'es pas d'accord avec les violences, mais d'accord avec ce mouvement. Je comprends ce que vous dites. Je reviens sur les violences policières parce qu'il y a Caté Globy qui vous dit que les forces de l'ordre ont besoin de plus de soutien. Les deux, c'est-à-dire à un moment donné, quand les forces de l'ordre, lorsqu'il y avait des attaques sauvages, il faut le dire, hein, contre eux, moi j'ai vu des policiers matraqués. Heureusement qu'un gilet jaune était là pour le sauver. On a tous vu ça. Mais effectivement, il faut du soutien. Mais dites-vous bien que les techniques de maintien de l'ordre en France sont les seules en Europe avec ce système de LBD. Alors, faut peut-être réfléchir et attendre avant qu'il y ait un très grave pépin de retirer ces armes-là. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent en direct. Soyez les bienvenus. Nous sommes avec Martial Bourquin, donc sénateur socialiste du Doubs, avec qui nous allons échanger jusqu'à 18h en répondant à vos questions. Je reviens quand même sur vous avez parlé de violence symbolique et je trouve ça intéressant. Beaucoup de gens qui regardent cette émission ou qui regardent le Sénat de loin se disent qu'on n'est pas assez représenté par nos politiques et que les politiques ne représentent pas assez les couches de la population les plus défavorisées, notamment les ouvriers. Vous avez été ouvrier et aujourd'hui vous êtes sénateur. Est-ce que vous représentez toujours les ouvriers?
J'ai un souci quand j'ai mis les pieds au Sénat. Je me rappelle, c'était la première fois, il y a 11 ans. Et je voyais cette grande maison, je montais dans cet escalier. On était suivis par les télés à l'époque. Et je me rappelle que Mediapart avait dit le Peugeot didacte, en gros, en parlant de moi. Et j'ai un souci, c'est que le mandat que je fais serve à quelque chose. Vous regardez tous les travaux que j'ai faits depuis que je suis parlementaire. Désindustrialisation, réindustrialisation. Délai de paiement pour les petites et moyennes entreprises. Vous tombez aujourd'hui sur Alstom Siemens. Tous des gros dossiers, mais aussi l'assurance emprunteur, parce que je pensais que chaque fois qu'une personne achète un bien et qu'elle prend une assurance, elle avait des commissions de 50% au lieu de 10% pour une assurance. Et j'ai voulu qu'on mette en concurrence. C'est toutes des choses qui se rapportent au pouvoir d'achat et au mieux vivre des personnes. Bon, écoutez, je pense que les grands groupes, ils ont leurs défenseurs. Ils ont leurs élus qui sont d'accord avec eux. Moi, je suis un élu qui suis près d'être celles et ceux qui n'ont pas toujours la vie belle et qui ont besoin d'être défendus. Parce que aujourd'hui, en France, il y a vraiment beaucoup trop d'injustice. Et je parlais de violence symbolique, mais ce que vit aujourd'hui, vous savez, les Restos du Cœur ont entamé leur campagne la semaine dernière. J'ai un gros restaurant. Quand j'étais élu, j'ai veillé à mettre à disposition des Restos du Cœur un espace important, gratuitement. Et ils faisaient leur collecte. Ils me disaient quoi? Ils disaient, de plus en plus, il y a des salariés pauvres, des précaires, qui viennent nous voir, qui ne peuvent pas se nourrir et payer leur loyer avec les petits salaires qu'ils ont. Ils nous disent qu'il y a des veuves, il y a des femmes seules, et bien sûr, il y a des personnes qui sont au chômage. Et donc, le nombre de personnes qui vont au Resto du Cœur ne cesse d'augmenter, avec une pauvreté de plus en plus importante. Et il est dit qu'un fils d'enseignant a beaucoup de chances de devenir enseignant, qu'un fils de chef d'entreprise a des chances de devenir chef d'entreprise. Mais quand on est pauvre, il y a aussi beaucoup de chances pour qu'on reste dans les ornières de la misère. Et cette situation, on doit agir dessus. On revoit ce qui se passe dans les pays scandinaves, on se dit qu'ils ont fait des pays beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus, avec une cohésion sociale beaucoup plus importante, plus intéressante. La France ne peut pas être le pays des égalités. Le pays de Voltaire, le pays d'Hugo, vous vous rappelez les discours d'Hugo sur la misère? Bien sûr. Mais ils sont d'actualité encore aujourd'hui. Il y a Nibal dans le chat qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour défendre les ouvriers face au capitalisme et la transition écologique. Moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que vous avez été ouvrier chez Peugeot, vous avez été syndicaliste chez Peugeot, vous vous battiez pour des augmentations de salaire. Aujourd'hui, vous vous battez pour ne pas supprimer des postes, notamment dans l'usine d'Hérimoncourt, près de chez vous. Mais Peugeot, c'est aussi l'entreprise qui a beaucoup poussé pour le diesel en son temps. C'est aussi une entreprise qui a beaucoup fonctionné sur cette aberration écologique, aujourd'hui on le sait, du diesel. Est-ce que vous voyez la transition écologique comme une menace pour les postes? Comment est-ce qu'on fait pour concilier le maintien de l'emploi et la transition écologique? Est-ce qu'on va continuer à fabriquer des bagnoles? En fait, c'est ça la question. Excellente question. Excellente question. Je pense que la voiture a un avenir, mais pas n'importe quelle voiture. Si cette voiture n'est pas propre, inévitablement, elle menacera notre planète. Et aujourd'hui, le départ de Nicolas Hulot a montré la dimension des problèmes posés. Il est venu dans ce gouvernement en se disant « peut-être que je peux faire bouger les choses ». Et quand il a vu, au bout d'un certain temps, qu'il ne pouvait pas les faire bouger, il a dit « je préfère m'en aller » parce qu'il reniait ses valeurs. Alors, la voiture, c'est quoi? Le tout diesel a été mis en place sous Giscard, avec M. Calvet. Mais avec des études très sérieuses à l'époque qui disaient si on veut moins consommer, eh bien, il faut du diesel. Et la politique du tout diesel s'est mise en place. Et aujourd'hui, faites attention, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est qu'on va nous guider vers le tout électrique, en sachant que
l'électrique, les piles, les batteries, il n'y en a pas à foison et il n'y en aura pas toujours pour tout le monde. En plus, combien de centrales il faudrait pour que tout le monde fonctionne à l'électrique? Ça veut dire qu'il faudra faire de nouvelles centrales. Le modèle, c'est peut-être celui de la voiture individuelle qui va évoluer. Et on en parle notamment dans les mobilités sur les territoires. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, les comportements changent. Il y a des personnes qui vont se partager des voitures. Il y a l'autopartage. Il y a aussi un autre fait, c'est qu'il y a d'autres sources d'énergie que l'électrique et le diesel. Je pense que le moteur à combustion tel qu'il est aujourd'hui peut encore beaucoup évoluer et consommer beaucoup moins et polluer beaucoup moins. Mais il y a aussi l'hydrogène. J'étais au Japon il y a 2 ans. L'hydrogène, même si ce n'est pas un hydrogène propre, parce que l'hydrogène propre, c'est celui qui est fabriqué à base d'énergie renouvelable. Mais à l'hydrogène, on n'a plus d'émanation de CO2. On a les mêmes performances qu'une voiture classique. Et donc, et vous pensez que dans le monde de demain, on construira et on vendra autant de voitures que dans le monde d'hier? On continue. Le modèle de la croissance reste quelque chose auquel vous êtes attaché? Moi, je pense que la croissance doit changer. D'accord. Je pense qu'à la place du PIB, il vaut mieux de l'IDH. L'indicateur de développement humain. Développement humain. Pourquoi? Parce que, il faut même réfléchir si la planète peut accepter 10-12 milliards d'habitants. C'est toutes des questions, celles-là. Ah oui. Et vous savez, vous aviez une conception auparavant qui était prométhéenne. Il faut peut-être réfléchir en se disant la planète ne peut accepter qu'un nombre d'humains. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, les théories de la croissance sont complètement éculées. Et sont celles du début de l'industrialisation. Et peut-être faut-il réfléchir pour avoir des modes de consommation, des modes de vie qui soient plus frugaux et qui permettent de vivre mieux sur la planète sans cesse consommer. C'est marrant parce qu'en vous entendant, j'ai du mal à voir la différence. Quand vous dites ça, j'ai du mal à voir la différence avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, la grosse différence que j'ai avec lui, c'est qu'en arrivant au pouvoir, il a complètement favorisé les premiers de cordée. Et ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Ils n'ont pas besoin de Macron. Ils n'ont pas besoin de nous, ces gens-là. Ils s'en sortent très bien. Vous avez vu ce qui est sorti sur la crise de 2008 ? Il y en a qui se sont enrichis énormément avec la crise. Et donc, qui est-ce qui a besoin de nous ? Les salariés, c'est ceux qui ont peu, ceux qui n'ont rien, mais aussi les petites et moyennes entreprises qui font beaucoup, qui travaillent beaucoup, eux ont besoin de nous. Ils ont besoin d'élus très efficaces. Mais j'ai une différence fondamentale avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est pour augmenter les inégalités. Et ça... Vous croyez qu'il est pour l'augmentation des inégalités, Emmanuel Macron ? C'est lui qui l'a fait. Le seul président de la Ve République qui a osé prendre l'argent dans la poche des retraités, c'est lui. Personne n'avait osé le faire. De tous les présidents de la République, depuis que l'ISF est mis en place, personne n'a osé y toucher. C'est lui qui l'a fait. Vous savez, après, les beaux mots, parce que la Macronie fonctionne beaucoup avec de la communication. Il y a une différence entre les actes et les intentions. Moi, je regarde que les actes. Et quand vous prenez quelqu'un qui est dans un logement et qui avait l'APL, et puis qu'on lui retire 6 €, même si c'est que 6 €, 6 € pour des gens qui regardent tous les jours à l'euro près. Pour des étudiants, notamment. Et puis des familles. Mais ça a été terrible. Et donc, quand il a fait ce plan de pauvreté, pourquoi il a fait un plan richesse avant, en supprimant l'ISF ? Simplement, le plan pauvreté qu'il a mis en place, c'était les économies qu'il avait faites sur l'APL, sur l'argent pris aux retraités et tout cela. En réalité, il ne l'a pas mis en place. Si on veut que la France rejoue ce rôle fondamental, mais aussi qu'elle arrive à combattre vraiment les inégalités, il faudra une autre politique que celle-ci. Si on ne met pas en place une autre politique beaucoup plus, avec une volonté de justice, inévitablement,
il arrivera ce qui arrivera avec les Gilets jaunes, peut-être beaucoup plus largement. Je comprends. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'Aéroport de Paris, ADP, qui est un peu le dossier chaud du moment, celui sur lequel vous prenez beaucoup la parole. Vous êtes farouchement opposé à la privatisation d'Aéroport de Paris, telle qu'elle est proposée par le gouvernement dans le cadre de la loi Pacte, qui est actuellement en discussion. J'ai reçu une question de Styx qui demande comment empêcher la revente d'intérêts stratégiques de la France pour une bouchée de pain qu'on découpe en petits morceaux et on vend les petits morceaux dits rentables ou non, séparés et désossés. Il a tout à fait raison. Alors comment on fait pour empêcher ça? Alors comment on fait? Pour l'instant, on a fait le boulot au Sénat. C'est-à-dire? Le Sénat a voté contre. 246 personnes, contre 78 à peu près, ont voté contre. On ne privatise pas un actif stratégique. Et j'avais un débat hier sur une chaîne parlementaire avec le président de la commission des finances, M. Lescure, et qui disait en gros, on va essayer de faire une privatisation. Se prépare avec ADP ce qui s'est fait avec les autoroutes. C'est-à-dire une privatisation? Une privatisation qui va coûter cher à l'État. On va vendre un bout de France. Vous savez ce que c'est que Aéroport de Paris? Plus de 80% du fret aérien passe par Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, c'est notre frontière pour la très grande majorité des personnes qui viennent en France. C'est une frontière, mais c'est aussi la porte ouverte sur le monde. C'est aussi un secteur qui bouge vite, l'aérien. Ça bouge vite, et l'essentiel des aéroports mondiaux, mais aussi européens, sont publics. Même les Américains les gardent publics. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, parce que a privatisé Toulouse. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Toulouse? Aéroport de Toulouse. Aéroport de Toulouse. Vous avez vu ce qui est arrivé? Ils ont même tapé dans la caisse sur les investissements, les financiers chinois. Et donc, c'est ça la différence que j'ai avec En Marche et avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en train, aujourd'hui, de vendre des bouts de France. Est en train de donner à des financiers, certainement à Vinci, on va se le dire. Il ne lui a pas donné Notre-Dame-des-Landes, il se prépare à lui faire un cadeau royal. Vous croyez qu'il y a un échange d'aéroports qui se fait? Enfin, mais bien sûr. Quand ça s'est arrêté, ça a été terrible. Je crois qu'on doit entre 3 et 400 millions à Vinci, parce que ça s'est arrêté, Notre-Dame-des-Landes. Et donc, on n'est pas des gamins, on sait tout cela. Et comme on sait tout cela, aujourd'hui, il faut le dénoncer. Alors, cet ami nous dit, comment on fait? L'opinion publique. L'opinion publique. Il y a une pétition qui a été lancée, il y a déjà plus de 140 000 signatures. On est près de 400 parlementaires à être contre. Et malgré tout, En Marche, aux ordres, vont voter contre eux. Aux ordres, mais ils ont peut-être aussi des arguments. Par exemple, il y a Guy qui m'a demandé sur Twitter, ADP est-il vraiment, à horizon de 60 ans, un placement sûr pour l'État, compte tenu des risques inhérents à toute entreprise commerciale et de l'évolution du trafic aérien? Est-ce qu'on peut remettre en cause aussi le fait que c'est un si bon marché que ça, ADP? Alors, le trafic aérien va augmenter très sensiblement. On parle de 10%. Il y a un autre terminal qui se fait. Et simplement avec une projection classique sur l'évolution du trafic aérien, les 174 millions de dividendes que l'État a touchés cette année peuvent devenir 250 millions. Ça veut dire qu'ils nous disent, ils n'osent pas nous dire qu'ils privatisent pour boucher les trous de l'État 1. Ils nous disent, oui, mais c'est fait pour comment faire de l'innovation de rupture. Rien que les 250 millions d'ADP. Vous savez combien représentent les 3 entreprises privatisées? 700 à 800 millions par an de rendement de dividendes pour l'État. Et on va privatiser tout cela. Alors, normalement, ADP va devenir, et je ne sais pas s'il ne l'est pas déjà, parce qu'on sait qu'à Singapour, le ou un des tout plus grands aéroports au monde. Et pourquoi, lorsqu'on a une société de cette qualité-là, on la privatiserait? Je vais vous le dire pourquoi. Pour donner à des financiers de privatiser des rentes. Ils ne prennent aucun risque. Et on va privatiser une rente. C'est ce qui se passe avec les autoroutes. Et qui va payer? Qui va payer? Les Français. Qui va payer, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu que la société, l'association des sociétés aériennes
a donné un avis en disant que c'était mauvais de privatiser parce que systématiquement les coûts augmentaient. Et que si les coûts augmentent des compagnies aériennes, les coûts vont augmenter. C'est les billets d'avion, c'est nous qui allons payer, c'est ça que vous dites. D'accord. J'ai reçu beaucoup de questions sur la question de l'installation des médecins en zone rurale, qui est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui nous regardent actuellement en direct, notamment Darkozix, qui demande « Bonjour monsieur, que pensez-vous de la proposition de loi visant à obliger l'installation de jeunes médecins en campagne pour une durée de 3 ans ?» Quand est-ce qu'on fait de la coercition pour lutter contre les déserts médicaux? Alors écoutez, quand on est militaire, on n'a pas le choix, on part, on nous dit. Quand on est enseignant, on part, on nous dit. Quand on est, y compris dans certains personnels soignants, on va où on nous dit. Ça ne me dérangerait pas, parce que l'État paye beaucoup pour les études des médecins, qu'ils doivent avoir 5 ans, je dis 3 ans, 5 ans, où ils ont une obligation de service. Ça ne me dérangerait pas. D'accord. Vous avez vu comment se passent les études aux États-Unis? Il faut les rembourser pendant 20 ou 25 ans. Chez nous, ça n'existe pas. Mais au moins, l'État pourrait dire donnant. Alors, beaucoup de partis ont reculé, même y compris des partis de gauche. Le Parti socialiste n'a pas souhaité le mettre en place pendant le quinquennat précédent. Mais il faut le mettre en place. Et là, ça recommence. Donc, obliger les médecins libéraux, donc c'est la fin de la médecine libérale. Non. Vous vous installez pas où on veut, c'est l'État qui va dire que vous allez vous installer dans tel département. Un pharmacien, par exemple, il est libéral, et puis il n'a pas le droit, quand il y a assez de pharmacies, c'est par 2000 habitants. Hein. Oh. Il reste libéral, mais il sait très bien qu'il ne peut pas se mettre là. Et vous avez des villes sur le bord de la mer, où ils ont une pléthore de médecins généralistes et spécialistes, puis à côté, il n'y a plus rien. C'est les Français qui payent, c'est les impôts des Français qui payent ces choses-là. Et donc, à un moment donné, moi, alors là, franchement, je m'en excuse, mais j'en parle y compris avec mes amis médecins, je suis pour 5 ans. 5 ans d'obligation d'installation dans un territoire... Et ils restent libéraux s'ils le veulent. Non, mais c'est une question extrêmement intéressante. Je voudrais qu'on parle aussi de votre rôle de sénateur, parce que c'est aussi pour ça qu'on est content de vous recevoir. Vous êtes sénateur, c'est assez rare de recevoir des sénateurs. D'ailleurs, avant d'entrer sur le plateau, vous m'aviez dit que la cravate était obligatoire au Sénat? Oui. Elle l'était aussi à l'Assemblée nationale, puis ça a changé. Donc au Sénat, vous n'avez pas le droit de rentrer dans votre propre hémicycle sans cravate? Non. Pourquoi ça? C'est un rite, comme on dit, et c'est un règlement intérieur. Vous êtes pour le supprimer ou Alors, je serais... Bon, si c'était supprimé, je n'en remettrais pas toujours. La dernière fois, c'est ce que vous me disiez, parfois vous rentrez, vous avez oublié de la remettre et vous faites engueuler. J'étais en col roulé. En plus, j'ai froid. En plus, chez moi, il fait froid, des fois. Et puis l'huissier, très gentil, il va vers moi et me dit « Monsieur Bourquin, vous voulez que j'ai une chemise et puis j'ai une cravate ?» Parce qu'ils en ont au cas où on n'en a pas, parce que ça peut arriver. Vous êtes rappelé d'urgence à toute vitesse, vous n'êtes pas... Il y a des chemises et des cravates de secours au cas où... Il y a toujours, ils en ont une ou deux, et ils m'avaient demandé. Alors, faisons attention non plus, c'est quand même la représentation nationale. Il ne faut pas qu'il se passe n'importe quoi. Vous pensez que du côté de vos collègues de l'Assemblée nationale, ils font n'importe quoi? Non, mais je dis, c'est-à-dire qu'il faut... ça peut être peut-être un peu moins strict, mais en même temps... voilà, faut pas non plus, faut garder un bon équilibre. D'accord. J'ai une question de Mr. Giles qui voudrait savoir, avec une assemblée majoritaire en marche, le Sénat joue-t-il véritablement un contrepoids politique sous le quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors, c'est le seul contre-pouvoir législatif. Il n'y en a plus. Il y a une assemblée Godillot qui est en marche et qui, vous savez, ils ont dû, quand ils se sont présentés, ils ont dû signer. Ça n'existe pas. Dans tous les partis, ça n'existe pas. Ils ont dû signer un engagement comme quoi ils voteraient tous les projets de loi. Regardez bien, il existe ce projet. Et ils votent à peu près tout, à part 2-3 qui sont partis. J'ai un doute là-dessus. Ils se sont engagés à l'avance à voter tous les projets de loi? En étant candidats. Non, tous les budgets, mais pas tous les projets de loi. Non, les projets de loi. En étant candidat, oui, mais c'est le cas pour les autres candidats aussi. Les projets de loi. Il y a une charte du parti. Pour obtenir l'investiture de son parti, on doit s'engager. Non. Les projets de loi, au PS, vous voyez, c'est une chose que je n'ai pas votée. Moi, quand on voulait, sur le glyphosate, moi, on sait très bien que je ne peux pas voter pour une prolongation du glyphosate. Et quand ces questions-là, on disait c'est pour 3 ans, je disais non, c'est maintenant. Et donc, il y a une règle beaucoup plus draconienne dans En Marche. Et puis surtout, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup... Vous savez, il y a des anciens socialistes qui sont En Marche. Avoir voté pour eux la fin de l'ISF, je souhaite du plaisir. Vous savez, après,
Vous avez un message à leur faire passer à vos anciens collègues socialistes qui sont en marche aujourd'hui? Oui. Libérez-vous. Libérez-vous. Cette politique mène dans le mur la France. Et j'ai peur qu'elle mette l'extrême droite à la tête du pouvoir. J'ai peur qu'elle mette l'extrême droite à la tête du pouvoir. Pourquoi? Parce que la désaffection est profonde. Vous avez vu que malgré la remontée d'Emmanuel Macron, il y a près de 70% des Français qui sont mécontents. Et j'ai vu un dernier sondage qui disait qu'à 50%, il y a des gens qui disent pourquoi pas essayer. Est-ce qu'on veut finir comme certains pays européens? J'ai pas envie de cela. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils se libèrent. Sur une affaire comme Aéroport de Paris en disant tu nous excuseras, ça marche pas. Et puis, même s'ils restent dans ce parti-là, mais ils disent ça, c'est pas possible. Savoir à un moment donné, c'est ça le début de la citoyenneté. Savoir dire non. Savoir dire non en disant tu nous en demandes trop là. Prendre dans l'argent des retraités, vous avez vu ces pauvres gens? Tu nous en demandes trop, c'est pas possible ça. Et quand même, il faut qu'ils se comportent en citoyens et en militants aussi, parce qu'on est là pour défendre l'intérêt général, pas l'intérêt des plus puissants. Je reviens sur votre rôle de fonctionnaire, Mr. Gis, qui dit moi-même je suis fonctionnaire, mon casier judiciaire doit être vierge pour travailler. Pourquoi un député, sénateur, ministre n'a pas cette obligation? Monsieur, il a raison. Henri Cabanel chez nous avait fait un sénateur socialiste avait fait ce projet de loi que j'avais soutenu, mais évidemment. Casier vierge pour tous les élus. Bien sûr. Et il y en aura quelques-uns qui ne seront plus élus, que vous connaissez, qui sont de région parisienne. Mais bien sûr, mais encore heureux. On doit être un exemple. Mais oui, évidemment. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout à vous qu'on s'adresse. Vous avez l'avis du sénateur Martial Bourquin. Nibal qui dit j'aimerais comprendre quel est le rôle d'un politique, a fortiori un sénateur, dans des négociations syndicales. Alors, vous qui avez été ancien syndicaliste, en ce moment il y en a plusieurs sur les retraites, l'assurance chômage. Oui. Moi j'ai un souci, c'est que le monde du travail. Vous voyez par exemple, le mieux c'est de prendre un exemple pour bien se faire comprendre. L'exemple, c'est l'assurance chômage, l'échec. Ben oui. L'échec des négociations entre les partenaires sociaux. Et Emmanuel Macron qui dit écoutez, je vous ai donné votre chance, vous n'avez pas pu réussir, je reprends la main. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La lettre de cadrage d'Emmanuel Macron était tellement draconienne qu'elle était inapplicable. Et c'est lui qui, à un moment donné, en mettant cette lettre de cadrage, a emmené à l'échec. Et après, il reprend la main, en sachant quand même que c'est le paritarisme. C'est l'argent. C'est l'argent des salariés, c'est l'argent des entreprises. C'est pas l'argent de l'État. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron prend la main dessus? Bien sûr. Emmanuel Macron a fait échouer la négociation. Mais évidemment. Avec la lettre de cadrage, vous avez vu, maintenant, il y a y compris des spécialistes qui disent avec une lettre de cadrage comme ça, quand on va à des négociations, on essaye d'avoir des négociations. Et il a envie de remettre la main là-dessus. Et c'est étatisé, c'est la fin du paritarisme. Et le paritarisme, souvent on cite l'Allemagne en exemple, mais ça ne se passerait pas comme ça en Allemagne. C'est impossible que le patronat allemand impose des choses comme ça aux Allemands. Et Emmanuel Macron va le faire. C'est-à-dire, c'est une conception d'un pouvoir totalement centralisé, où on dirige la société française comme on dirige une entreprise, à quelques-uns, 2 ou 3. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça, une société. Une société, elle a tous ses corps intermédiaires. Une société, elle a les médias, elle a ses corps intermédiaires font des propositions. Il y a une société civile. Et tout cela fait un ensemble complexe qui fait qu'au lieu de diriger depuis le dessus, de faire un jacobinisme le plus total, il vaut mieux décentraliser et donner surtout des marges de manœuvre aux partenaires sociaux lorsqu'ils négocient. Et pas les mettre tout de suite dans un étau en disant si vous bougez de l'étau, ça ne marche plus, je desserre et vous n'êtes plus rien. Vous avez parlé de l'Allemagne et vous êtes socialiste. En Allemagne, l'équivalent du PS est dans une coalition avec Angela Merkel. Est-ce que vous dites aussi aux socialistes allemands, libérez-vous? Alors, le système électoral allemand est très différent du nôtre.
Et le SPD a, avec la CDU, eu régulièrement des gouvernements de coalition. Là, le SPD est en train de perdre comme tous les partis socialistes et sociodémocrates, perdent beaucoup en ce moment parce qu'ils sont en crise profonde. Pourquoi ? Je pense qu'il y a eu un rapprochement des idées sociales-libérales. Ces idées sociales libérales, c'était de regarder le marché, de l'accompagner au mieux avec un peu de justice, voilà. Et je lisais le dernier compte-rendu des socialistes allemands qui disait, en gros, c'est les réformes Schröder et Hartz qui nous ont menés à cet affaiblissement. Qu'est-ce que c'était ces réformes Schröder et Hartz ? C'était essentiellement précariser le travail pour qu'il y ait le moins de chômage possible. L'industrie, bien sûr, est favorisée. Ce qui a fonctionné. Le taux de chômage en Allemagne est assez enviable. Mais quand vous regardez cela, vous mettez à côté les inégalités et la pauvreté. Et la situation de l'Allemagne est pire que la France, sans les amortisseurs sociaux. Et donc, à quoi ça sert de faire baisser de façon totalement illusoire le thermomètre du chômage si en réalité c'est encore plus de privation pour ceux qui prennent ces petits boulots. Et là, il y a un vrai choix de société. Alors ça a marché, et maintenant c'est en pleine crise. Et donc, qu'est-ce qui gagne ? C'est pour ça que j'ai peur de la France. Eh ben, c'est l'extrême droite qui est en train de gagner, même en Allemagne. Alors bien sûr, c'est sur les questions de l'immigration, mais pas seulement, de la pauvreté aussi. J'ai une question d'ailleurs justement sur l'effondrement et sur tout ça. C'est Pritz qui m'a demandé sur Twitter une question très simple pour vous. Est-ce que le socialisme a déjà fonctionné ? Le socialisme démocratique, il a été au pouvoir dans beaucoup d'endroits. Enfin, je suis désolé de le dire. Si on a des congés payés, c'est grâce au socialisme, c'est grâce à Léon Blum. On en revient à 36 pour vous. Non, mais si on fait l'histoire. Parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez contre l'Est quand vous étiez au Parti communiste, donc pas d'alignement sur Moscou. Le capitalisme à tout craint n'est pas non plus un modèle. Est-ce que vous avez un modèle, vous ? Non, je pense que le modèle. Vous savez, l'humanité. J'ai toujours peur quand on plaque un modèle sur une société. Déjà, ça peut sentir le totalitarisme. On peut avoir des axes d'action qui conduisent vers une société plus juste, une société meilleure. Déjà, c'est préférable. Plaquer, à chaque fois que quelqu'un a plaqué un modèle de société, ça finit toujours mal. Et donc, c'est quoi le socialisme ? Mais regardez, les réformes de société, le mariage pour tous, sont les socialistes. Si vous regardez la 5e semaine de congé, c'est tout près, hein, c'est les socialistes, la retraite à 60 ans, les carrières longues. Tout cela, c'est les socialistes. Et donc, encore aujourd'hui, il y a des acquis qui ont été mis en place il y a encore quelque temps. Et ce n'est pas un système nouveau qu'on va plaquer sur la société, c'est faire évoluer la société vers plus de justice, de solidarité. Mais surtout, aujourd'hui, il y a aussi quelque chose de très important, c'est de sauver la planète. La planète est une étuve. Si on ne change pas nos modes de vie, si on ne change pas... Regardez voir la question du plastique aujourd'hui. On produit des tonnes de plastique chaque seconde. Et on sait très bien qu'elles finissent en grande partie dans l'océan. On nous dit, mais il est recyclable. C'est pas vrai. Recyclable une fois, 2 fois. Et la grande partie n'est pas recyclée. Toutes ces questions-là, les emballages, mais aussi les intrants dans le sol, par exemple, ce qui se passe avec le glyphosate. Dans le Doubs, on a 3 belles rivières. Les plus belles rivières d'Europe. Le Doubs, bien sûr, la Loue, le Dessous, le Cusansin, peut-être d'autres. Eh bien, elles sont complètement polluées par le glyphosate, par des intrants, par les pesticides. Qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants, à nos petits-enfants ? Sur la question du modèle de développement, justement, il y a TSU qui voulait savoir qu'est-ce que vous pensez du revenu de base ? Je suis absolument pour. D'accord. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé ? Le gros reproche que je fais, le plus gros reproche que je fais à Emmanuel Macron, c'est, vous savez, que la France est championne du monde. C'est bien, elle est championne du monde, elle était championne du monde de football, mais ouais. Elle est aussi championne du monde de versement des dividendes. Toute catégorie,
mieux que les Américains, mieux que les Allemands. On verse le plus de dividendes au monde. Sur les dividendes, seulement 20% ont été à l'investissement. Seulement 20% à l'investissement. Et là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors non seulement, aujourd'hui, il y a 70 à 100 milliards qui s'en vont avec l'optimisation fiscale de France. Avec ces problèmes-là, il n'y aurait plus beaucoup de problèmes de déficit. Mais en plus, lorsqu'il y a des dividendes, ils ne se réinvestissent pas dans la production, ou peu. Tout à fait différent avec la société allemande, où là, beaucoup de sociétés, même de grands groupes, ne sont pas cotés en bourse et réinvestissent énormément dans l'innovation, mais aussi dans les techniques de production, l'industrie du futur, pour être les plus compétitifs au monde. Nous, on fait le contraire. Et c'est notre problème. Et je pense que si on veut une société qui soit plus vivable pour beaucoup de nos concitoyens, il faudra aborder la question de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale. Il faudra aussi aborder le réinvestissement des dividendes. Et puis bon, si la France était au 10, 15e rang des dividendes, ce serait pas mal. Vous avez vu ce qui est donné dans le paiement des salaires ? Extrêmement peu. On a un des pays les plus inégalitaires au monde, et ça, c'est un vrai problème. On approche de la fin de cette émission bientôt. Si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller. On a abordé beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de local, notamment de la décentralisation. Jean-Claude Vallard qui vous demande comment est-ce que vous voyez l'évolution de la décentralisation et est-ce que vous avez un avis sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la fameuse ANCT. Est-ce que c'est un machin de plus ? Ça a été adopté par le Sénat en novembre dernier et ça entrera en vigueur au printemps là. Ça peut être une bonne chose. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va donner comme moyen aux communes, aux agglos, aux départements, aux régions. La décentralisation, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, l'État ne sait pas tout, et ne sait pas tout faire. Il donne de ses compétences aux collectivités locales et territoriales. Qu'il y ait une agence qui regarde cela, il ne faut pas que ce soit un machin de plus. Il faut qu'au contraire, ça soit quelque chose qui soit profondément lié aux différentes collectivités locales et territoriales. Sous le quinquennat précédent, 11 milliards avaient été retirés aux collectivités locales et territoriales. Je me rappelle qu'on avait dit à François Hollande que c'était très dur. Le quinquennat de François Hollande ? Oui, on avait dit que c'était très dur. Et il a dit, c'est la dernière. C'était 11 milliards qui avaient été retirés. Et là, Emmanuel Macron en retire 13 autres. Et là, on a des communes, moi j'ai vu qu'ils perdaient 60% de leur dotation. Et là, vous ne pouvez pas dire qu'il y a décentralisation. La décentralisation, elle doit se faire avec des moyens. Au moins un moyen constant. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, cette agence, je veux bien. L'essentiel, c'est quand même faire en sorte que nos institutions fonctionnent, que l'État fonctionne à tous les échelons. Mais surtout, il faut que l'État prenne conscience que les choses sont mieux faites par les collectivités locales. Je prends un exemple. Les lycées étaient dans un état déplorable il y a 20 ans. Ils ont été donnés aux régions. On a des lycées qui ont une certaine gueule, qui ont vraiment des dortoirs. C'était des choses qui avaient 50 ans, qui n'avaient jamais été rénovées. Mais tout ce que prennent les collectivités locales et territoriales fonctionne mieux. Pourquoi ? Parce que c'est leur territoire. D'accord. Et donc, il faut veiller à ce qu'il y ait poursuite de cette décentralisation. Vous voyez, par exemple, les politiques de l'emploi, pourquoi elles ne seraient pas prises en compte par les régions ? Elles viennent de prendre les projets européens et les fonds européens, c'est très bien. Mais surtout, si on veut que la décentralisation fonctionne, il faut qu'il y ait les moyens qui soient correspondants. D'accord. Vous venez du Doubs, comme on l'a dit, et Michael a une question très importante pour vous. Red Star FC ou FCSM ? Ouais, FCSM. FCSM. Voilà, vous avez la réponse. Le sénateur Martial Bourquin soutient le FCSM. Mais cependant, comment ? Je trouve que le Red Star est une belle équipe. J'aime beaucoup le Red Star. Mais c'est le cœur qui parle. Mais non, je comprends. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et Omar Daf essaye de relever l'équipe. C'est pas facile. On a fait match nul contre Metz il y a 2 jours. D'accord. Il y avait une autre question qui avait été posée par Pierre-Édouard. Vous avez 66 ans. Bientôt la retraite ? Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant ? Oui.
oui, À quel moment il faut que ça s'arrête, une carrière politique? Ah, ça dépend. Je vous ferai pas l'injure de vous parler de Bouteflika, mais... Non, bon, vous avez vu la pêche que j'ai. Mais non, vous avez effectivement la forme, je vous le confirme. Je peux courir encore 10 km, voilà. Non, mais je ne marcherai pas là-dedans. Quand je dis je ne marcherai pas là-dedans, il y a un âge, il faut partir. Surtout, y compris quand il y a les conditions physiques et puis intellectuelles qui sont affectées. Voilà. Il y a Van Close qui vous dit que vous ne les faites pas, les 66 ans. Donc voilà, comme quoi. Il est sympa. Hein. Oui, il est sympa. Il est sympa. Non, mais je vous le dis franchement. Hein, je trouve que... Alors, Bouteflika, c'est comme si Chirac se représentait encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas possible. C'est plus un système qui était en train de se conserver. Par contre, je pense qu'il faut savoir partir à un moment donné. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a Oufu qui vous demande est-ce que vous étiez favorable à la fusion Bourgogne-Franche-Comté? Oui, enfin, favorable. Non, j'ai vu qu'il y avait ces grandes régions. On devait faire des économies, il n'y a pas d'économie. Je pense qu'on est obnubilé par l'Allemagne, des fois, pour le mauvais, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il faut bien se dire... Donc faire des Länder à l'allemande, c'était pas forcément une bonne idée, la loi NOTRe... Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Alors, il faut être plus grand, systématiquement. Je pense que notre vrai problème, et le problème de la France, et tous ceux et celles qui ont travaillé, les géographes sur la France, disent que cette particularité de la société française, avec justement à la fois des métropoles, à la fois la région parisienne, des fortes métropoles, notre problème essentiel, c'est d'occuper tout le territoire. Ça peut se faire qu'avec les communes, ça peut se faire qu'avec une volonté d'avoir une décentralisation et surtout avoir une péréquation. C'est quoi la péréquation? C'est que les plus riches donnent aux plus pauvres et qu'on développe aussi des territoires les plus pauvres. D'accord. Comment améliorer l'accès à la culture dans les milieux défavorisés? Darkozix qui vous demande ça. J'ai été maire 20 ans, je continue. Alors je vous invite, dernier week-end de juin, rencontrer Racine à Houdancourt, un festival exceptionnel, une quarantaine de groupes, 40 000 festivaliers. J'ai essayé de faire en sorte qu'une ville moyenne comme la nôtre, qui a peu de moyens, soit une ville culturelle. On avait encore une immense exposition photo, des artistes en peinture, des sculpteurs. On héberge des artistes. C'est avec la culture qu'on s'en sortira. C'est avec la culture qu'on s'en sortira. Et veillons à faire en sorte que ce qui se fait dans une ville moyenne puisse se faire aussi dans les villages. Avec l'agglomération, là, on est en train de... Comme on est 72 communes au lieu de 29, eh bien maintenant, on veille à faire en sorte qu'il y ait des concerts, y compris des musiques actuelles, dans l'ensemble des villages. Alors parfois, c'est dans le temple, parce que chez nous, il y a des protestants et des catholiques. Parfois, c'est dans l'église, parce que quand il n'y a pas d'autres salles. Mais veillons à animer, mais surtout, et à faire en sorte aussi que les citoyens eux-mêmes osent pratiquer les pratiques artistiques. On a une dernière question qui est intéressante posée par Panot. Quand on est sénateur, est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir des connaissances dans trop de domaines différents? Là, je vous ai posé plein de questions sur plein de sujets. On a parlé de privatisation, d'industrie, d'écologie, de culture, etc. Est-ce que vous arrivez à avoir des connaissances suffisantes dans tous ces dossiers qui, en plus, évoluent vite? Alors, si vous voulez être un bon parlementaire, faut se cultiver. Alors, faut travailler les dossiers. Il faut lire beaucoup. Moi, je suis un autodidacte, en gros. J'ai fait des études, bien sûr, supérieures très tard. Ouais, j'ai refait un bac très tard. J'ai ensuite, un DUG, une licence. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel. Je me rappelle quand j'étais délégué syndical, je me retrouvais en réunion. Des fois, je travaillais une bonne partie de la nuit, alors que je travaillais de doublage, pour préparer mes interventions. Il n'y a rien sans travail. Et il faut beaucoup se cultiver. Et si on veut être un parlementaire qui soit respecté, mais aussi qui fasse avancer les choses, il faut beaucoup travailler. Et bien sûr, il faut s'ouvrir sur le monde. Et en même temps, je pense que la philosophie, l'économie politique, la sociologie sont indispensables pour mettre des connexions d'ensemble. On a trop aujourd'hui une culture éclatée
et pas assez une culture d'ensemble. Et c'est avec des disciplines de sciences sociales qu'on arrive à donner du sens aux choses. D'accord. Une toute dernière question. La légalisation du cannabis, pour ou contre? On y arrivera. On y arrivera? Je pense qu'on y arrivera parce que... Ce qui est une bonne chose ou une mauvaise pour vous? Bon, déjà, écoutez, si vous regardez les sondages, la façon... Moi, on est jumelé avec une ville belge, on va souvent aux Pays-Bas. La légalisation qu'ils ont faite, en faisant en sorte que, vous voyez, que ce ne soit pas la mafia qui mette la main dessus et que la consommation soit surveillée, ça me semble une bonne chose. D'accord. Et je pense qu'on y arrivera. Très bien. Aujourd'hui, on est dans la prohibition et c'est un échec total. C'est un échec total. Par contre, il faut faire la différence entre drogue douce et drogue dure. Et notamment le cannabis. Alors, vous avez vu qu'il arrive comme thérapie. Dans beaucoup de domaines. J'ai vu plusieurs malades que je connaissais qui étaient soignés et ça marchait. Et donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Martial Bourquin, d'avoir accepté notre invitation d'Acropolis et de Public Sénat dans cette émission Questions au sénateur. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous, ça vous a plu de pouvoir poser toutes ces questions à monsieur le sénateur qui a accepté de venir jouer le jeu et d'y répondre. Merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont préparé cette émission. Merci aux équipes d'OGaming. Merci beaucoup à Perceval qui m'a fait remonter toutes vos questions sur ma tablette. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Hugo qui recevra le sénateur Olivier Paccaud, sénateur de l'Oise du groupe RDSE. Vous avez une question à lui poser à votre collègue Olivier Paccaud? Alors là, vous me prenez à brûle pour point. Surtout, dites-lui qu'il tienne le coup sur ADP. C'est-à-dire qu'on reste majoritairement au Sénat contre la privatisation d'ADP. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, le dossier aura bougé. Ce sera l'occasion du coup d'en parler. Non, il passe en avril. Il passe en avril seulement? Dites-lui qu'il tienne le coup là-dessus. Ok, d'accord. On lui en parlera. Merci beaucoup. Olivier Paccaud la semaine prochaine avec Hugo. Mercredi prochain, rendez-vous à 17h. Et sinon, sur Acropolis, ça reprend demain à 14h30 avec Party Time, présenté par Adrien. D'ici là, merci à tous. Fin d'émission. À très bientôt. Ciao.